Qui n'a jamais rêvé de pouvoir démélanger quelque chose? Un peu d'huile qui tombe dans l'eau par accident, du sable dans sa boisson à la plage? Eh bien, figurez-vous que la chimie a des solutions pour ça. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la science de la séparation, pour découvrir les techniques super astucieuses que les scientifiques utilisent pour remettre un peu d'ordre dans le chaos. Qu'il s'agisse d'eau boueuse après une balade ou d'une simple vinaigrette qui se sépare dans son bol, on est en fait entouré de mélanges en permanence. Alors, la grande question c'est comment on fait pour revenir en arrière? La science, pour le coup, a des réponses vraiment élégantes à ce problème de tous les jours. Allons voir ça. Voici notre plan de match. On va d'abord comprendre pourquoi il y a deux grands types de mélanges. Ensuite, on explorera les techniques spécifiques pour chacun d'eux. Et on terminera en résumant tout ça dans une sorte de boîte à outils super claire. C'est parti! Alors, avant même de penser à séparer quoi que ce soit, un chimiste doit d'abord identifier le type de mélange auquel il a affaire. Il y a deux grandes familles, et bien comprendre la différence entre les deux, c'est vraiment la clé pour choisir la bonne méthode. En fait, la différence, elle est d'abord visuelle. D'un côté, on a le mélange hétérogène. Là, c'est facile, on voit les différentes parties. Le sable dans l'eau, on distingue très bien le sable et l'eau. De l'autre côté, il y a le mélange homogène. Et là, comme l'eau salée, c'est impossible de voir le sel. Tout semble n'être qu'une seule et même substance. Et c'est cette distinction fondamentale qui va guider tout notre travail de séparation. Allez, commençons par le cas le plus simple, les mélanges hétérogènes. Forcément, quand on peut voir les différents composants, la séparation paraît tout de suite plus intuitive. Découvrons les premiers outils de notre fameuse boîte à outils. Le tout premier outil est d'une simplicité presque déconcertante. C'est la décantation. Ici, c'est l'art de la patience. L'idée, c'est juste de laisser la gravité faire tout le boulot pour nous. On laisse le mélange tranquille et on attend que les choses se séparent toutes seules. Le processus est ultra simple. D'abord, on ne touche à rien, on attend. Si on a du sable et de l'eau, le sable, plus lourd, va gentiment se déposer au fond. Si on a de l'huile et de l'eau, l'huile, plus légère, va flotter à la surface. Et ensuite, il suffit de verser tout doucement la couche de liquide qu'on veut récupérer en laissant l'autre derrière. La décantation est donc super efficace dans deux cas principaux, soit pour enlever un solide bien lourd d'un liquide, soit pour séparer deux liquides qui, de toute façon, ne s'aiment pas beaucoup et ne se mélangent pas, comme l'huile et l'eau. D'ailleurs, le liquide qu'on récupère comme ça, il a un nom, c'est l'eau décantée. Ok, passons maintenant à une technique un peu plus raffinée. Si les particules sont trop fines pour la décantation, on passe à la filtration. C'est exactement le même principe que pour faire du café. On fait passer le mélange à travers une barrière qui va retenir les solides. Ici, il y a deux mots importants à retenir. D'abord, le papier filtre. C'est notre barrière, notre tamis si on veut. Il a des trous microscopiques qui laissent passer les molécules d'eau, mais qui sont trop petits pour les particules solides. Et le liquide tout propre qui est recueilli de l'autre côté, ça s'appelle le filtre. Alors, quand choisir l'un ou l'autre? C'est simple. La décantation, c'est parfait pour une séparation rapide, un peu grossière, de gros solides. Mais si on veut un résultat impeccable, capturer des particules vraiment très fines et obtenir un liquide super limpide, la filtration est la meilleure solution. C'est une question de précision. Bon, on a vu comment séparer ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mais comment on fait quand les composants sont si parfaitement mélangés qu'ils en deviennent invisibles, comme le sel dans l'eau? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour ce fameux défi invisible, il nous faut un outil bien plus puissant, la distillation. Son secret, elle exploite une différence fondamentale entre les substances, leur point d'ébullition. L'idée est simple, tous les liquides ne se transforment pas en vapeur à la même température. Le processus se déroule en deux temps. D'abord, la vaporisation. On chauffe notre mélange d'eau salée. L'eau, à 100 degrés, commence à bouillir et se transforme en vapeur. Le sel, lui, a un point d'ébullition beaucoup plus élevé, donc il reste tranquillement au fond. Deuxième étape, la liquéfaction. On capture cette vapeur d'eau pure et on la fait passer dans un tube froid. Au contact du froid, la vapeur se retransforme en eau liquide. Et ce liquide parfaitement pur qu'on récupère à la fin, il porte un nom, c'est le distillat. Dans notre exemple, on a donc réussi à isoler l'eau du sel et on obtient de l'eau distillée, complètement débarrassée de ses impuretés. Ça y est, on a maintenant tous nos outils en main. Il est temps de bien les organiser dans notre boîte à outils pour savoir exactement quand et comment s'en servir. Alors résumons tout ça. C'est un peu comme un guide de décision. Pour un mélange hétérogène avec de gros morceaux, comme du sable et de l'eau, une simple décantation suffit. Si les particules sont plus fines, comme dans de l'eau boueuse, on sort le filtre pour plus de précision. Et enfin, pour un mélange homogène où tout est parfaitement dissous, comme dans l'eau salée, pas le choix. Seule la distillation peut faire le travail.
Finalement, la science de la séparation est absolument partout. La prochaine fois qu'on observera une vinaigrette, qu'on préparera une tasse de thé ou même qu'on pensera à l'eau de mer, la question peut se poser. Tiens, comment je pourrais séparer ça ? Et d'un coup, le monde n'est plus juste un ensemble de substances, mais une collection fascinante de mélanges qui ne demandent qu'à être compris.